Tu sais ce moment où tu entres dans un endroit, au fond de toi, tu sens que t'as rien à faire là? Mais malgré tout, tu forces un sourire, tu respires un coup, tu ajustes tes vêtements et tu fais semblant que tout va bien. Alors que non, rien ne va. Elle est entrée dans cette salle pleine de fleurs hors de prix, de musique chic et de gens avec l'ego plus grand que le cœur. Et à cet instant-là, elle n'avait aucune idée que cette soirée, censée être juste un mariage de famille, allait se transformer en scène de honte, de révélation, et d'un silence qui hurle encore dans la tête de ceux qui étaient là. Ce qui s'est passé à ce mariage, c'était bien plus qu'un scandale. C'était un tournant dans une vie. Mais attends. Avant de tout te raconter, j'ai une question à te poser. Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà senti mis à l'épreuve, sans avoir rien fait de mal? Si oui, reste avec moi. Parce que cette histoire, elle pourrait bien être la tienne aussi. Si tu aimes les histoires vraies, pleines de rebondissements, d'émotions et de leçons qui marquent, abonne-toi tout de suite à la chaîne. Ici, on transforme la douleur en force, et le silence en voix. Je n'aurais jamais pensé qu'un moment aussi humiliant puisse commencer par un simple faire-part parfumé à la lavande et orné d'un ruban ivoire. Et pourtant, c'est ainsi que tout a recommencé. Ce matin-là, je me tenais devant le miroir de la petite salle de bain de mon modeste appartement de Belle-Rive, une ville balnéaire aussi charmante qu'hypocrite. J'avais enfilé la seule robe habillée que je possédais, une robe bordeaux un peu serrée à la taille, achetée 3 ans plus tôt pour un entretien qui n'avait jamais abouti. À côté de moi, ma fille Amandine, 7 ans, se tenait droite, toute fière dans sa robe à volant bleu ciel. Elle souriait à travers le reflet, les dents légèrement écartées, les yeux brillants d'excitation. « Tu crois qu'il y aura un gâteau géant, maman ?» demanda-t-elle. « Je suis presque sûre que oui, ma chérie. » Elle sautilla sur place. Elle n'avait pas conscience de ce que cette journée représentait pour moi. Pour elle, c'était un conte de fées en direct. Pour moi, c'était un piège déguisé en fait. Ma sœur cadette, Maïra, se mariait aujourd'hui. Et même si nous ne nous étions pas vraiment parlé depuis des mois voire des années, si je suis honnête, elle avait gentiment envoyé une invitation, griffonnée à la main d'un mot presque affectueux. « J'espère que tu viendras. Ce serait bien pour la famille. » Je savais ce que ça voulait dire. Pas ce serait bien pour nous, non. Ce serait bien pour l'image. Je ne voulais pas y aller. Mais Amandine, dès qu'elle avait entendu le mot mariage, avait eu des étoiles dans les yeux. Alors j'avais cédé. Une mère cède souvent, pour l'amour d'un sourire. La cérémonie avait lieu dans un grand domaine en bord de mer, un lieu si élégant qu'on s'y sentait coupable de respirer. Des guirlandes de lys blanc pendaient entre les colonnes de pierre, et un quatuor à cordes jouait une mélodie douce que personne n'écoutait vraiment. Les gens riaient, trinquant avec des coupes de champagne fin, chacun plus bien habillé que l'autre. Moi, j'avais cette sensation d'être une tache dans une toile parfaitement peinte. Quand je suis arrivée avec Amandine, personne ne s'est vraiment arrêté pour nous saluer. Des regards rapides, quelques sourires forcés. Même notre mère, Edith, m'a à peine regardée. Elle portait un ensemble lilas coûteux, ses cheveux remontés en un chignon impeccable, son parfum enveloppant les gens autour d'elle comme une déclaration silencieuse. Je suis au-dessus. Oh, t'es venue, a-t-elle lâché, sans émotion. Bonjour, maman. Bonjour, Maïra. Maïra m'a souri, mais son regard est passé à travers moi. Elle a regardé Amandine, a penché la tête comme pour faire un compliment, mais n'a rien dit. Je savais qu'elle n'allait pas m'embrasser. Ce n'était pas son genre. Pas devant ses amis. Pas devant son fiancé. Julien, lui, le fiancé, était ailleurs. Il parlait à un groupe d'invités près de la fontaine centrale. Beau, élégant, costume 3 pièces, sourire photogénique. Le gendre parfait. Je l'avais vu une seule fois auparavant, brièvement. Mais j'avais senti une chose étrange dans son regard à ce moment-là, une ombre. Pas une menace, non, plutôt une forme de doute. Amandine courait déjà vers la table des enfants, fascinée par les ballons et les petits sachets de bonbons personnalisés. Je l'observais s'intégrer sans peur, insouciante. Elle n'avait pas encore appris à reconnaître les regards qui jugent, ni les silences qui pèsent. Ton nom est mal orthographié sur la carte de table, m'a soufflé une tante, l'air faussement désolé. Je suis habituée, ai-je répondu en souriant. Mon nom n'avait jamais vraiment eu de place dans cette famille. Moi, Elena, j'étais la note dissonante. Pas parce que j'avais fait quelque chose de mal, mais parce que je n'avais pas réussi à être parfaite comme Maïra. Elle était la fille dorée. Moi, j'étais la fille oubliée. Mon téléphone vibra.
Un message de mon ami Lou. Tu y es? Respire. Reste digne. Tu es plus forte qu'eux. Je pris une grande inspiration. Puis je partis chercher un verre de jus pour Amandine. En passant par les jardins du domaine, j'entendis des voix. Une discussion tendue. Curieuse, je ralentis. Tu devrais me l'avoir dit, Maïra, disait Julien, la voix basse mais tranchante. Ce n'était pas important. Elle est partie depuis longtemps. Tu avais tourné la page, non? Ce n'est pas à toi d'en juger. Tu as délibérément caché que ta sœur, c'était elle. Je m'arrêtai net. Mon cœur accéléra. Il parlait de moi. Et d'un passé que j'avais soigneusement enfermé. Un passé que Maïra connaissait. Qu'elle avait utilisé. Mon estomac se noua. Je me sentis prise au piège. Je fis demi-tour avant d'être vue. Ma tête bourdonnait. Je rejoignis ma place, à l'une des dernières tables de la salle de réception tout près des toilettes. Symbolique, non? Amandine me tira sur la manche. Maman, tu vas bien? Je souris comme je pus. Oui, mon cœur. Juste un peu de fatigue. Puis la cérémonie commença. Musique douce, Maïra descendit les marches extérieures, dans sa robe de créatrice, chaque pas accompagné d'un soupir d'admiration. Elle était belle, je ne pouvais pas nier. Mais je la connaissais trop bien pour me laisser attendrir. Quand elle passa devant moi, elle détourna le regard. Je ne savais plus si c'était de la honte, de la gêne, ou simplement du mépris. Peut-être un mélange des trois. Pendant la réception, je fis de mon mieux pour ne pas attirer l'attention. J'aidai Amandine à manger son poulet pané, j'essuyais ses mains collantes, je la faisais rire. J'essayais d'oublier où j'étais. Mais les regards revenaient sans cesse. Des messes basses. Une impression rampante que j'étais le sujet de conversations discrètes. Et puis, il y eut le moment du micro. Maïra se leva. Elle prit la parole, verre de champagne à la main, avec un sourire radieux. Je voudrais remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. C'est le plus beau jour de ma vie, et je suis comblée d'être entourée de ceux que j'aime. Et bien sûr, il faut que je dise un mot sur ma grande sœur. Elena. Tous les regards se tournèrent vers moi. Elena a toujours été une sorte d'exemple. Elle est indépendante, tenace, et sacrément patiente, vu qu'aucun homme n'a jamais réussi à la supporter plus de 3 mois. Un rire éclata. Pas un ou deux. Plusieurs. Ma gorge se serra. Mais bon, continua-t-elle, elle a quand même réussi à faire une jolie petite fille toute seule. Bravo, franchement, faut du courage. Ou beaucoup d'ennui. Un silence gêné. Un rire isolé. Ma mère, elle, éclata de rire. Oh Maïra, tu exagères, lança Edith en agitant son éventail. Mais c'est vrai qu'Elena a toujours préféré les défis impossibles aux choses simples. Dommage, elle aurait pu être magnifique, avec un peu plus de discipline. Amandine me tira la manche. Maman, pourquoi mamie parle comme ça? Je ne pus répondre. Mon estomac se noua. Mon visage brûlait. Tout tournait. Mais je ne pleurais pas. Pas devant eux. Je voulus me lever. M'en aller. Prendre ma fille et sortir, courir vers le silence et la dignité. Mais alors que je posais ma serviette, une chaise racla le sol. Julien. Il se leva. Le micro en main. Le regard fixe. Pas vers Maïra. Ni vers Edith. Mais vers moi. Et à cet instant, je compris. Quelque chose allait changer. Le silence dans la salle de réception, après que Julien se soit levé, était lourd comme une couverture mouillée. Tous les regards étaient désormais tournés vers lui, y compris celui de Maïra, figé, un demi-sourire encore accroché à ses lèvres, comme si elle n'avait pas bien compris ce qui se passait. Julien leva lentement le micro, mais ne parla pas tout de suite. Il me regardait toujours. Moi, Elena. Je restais figée, la main posée sur l'épaule d'Amandine. Mon cœur battait trop fort. Je me sentais exposée, disséquée sous le regard de cette assemblée trop bien habillée, trop bien parfumée, trop prompte à juger. Je crois que certaines choses méritent d'être remises en place, dit-il enfin, sa voix calme mais ferme. Je ne vais pas faire de longs discours. Mais je refuse de rester là, à sourire poliment, alors que j'ai assisté à un défilé de mesquinerie maquillée en humour. Il balaya la salle du regard. Personne ne bougeait. J'ai entendu des rires, mais j'ai surtout entendu un profond mépris. Une manière de tourner en ridicule une femme, une mère, simplement parce qu'elle n'a pas suivi le scénario parfait que certains avaient en tête. Je sentis mes yeux me piquer. Mais je ne voulais pas pleurer. Pas encore. Elena ne mérite pas ça. Elle mérite qu'on la respecte. Et si je suis ici aujourd'hui,
C'est uniquement parce qu'on m'a menti dès le début. Maïra se redressa brusquement. Julien, pas maintenant. Tu vas vraiment faire ça ici? Oui. Maintenant. Parce que j'ai été utilisée. Et je déteste qu'on se serve de moi pour humilier quelqu'un que j'ai respecté, aimé. Un murmure parcourut la salle. Aimé. Ce mot résonna dans ma poitrine comme un coup de tonnerre. Julien posa le micro sur la table et sortit de la salle, laissant derrière lui une traînée de regards choqués et de bouches entr'ouvertes. Tout se brouilla pendant quelques instants. Amandine s'accrocha à moi. Maman, on s'en va? Pas encore, ma puce. Juste, reste près de moi. Maïra tenta de reprendre le contrôle. Bon, eh bien, reprenons la fête, lança-t-elle avec un rire nerveux. Mais l'ambiance avait changé. Ce n'était plus un mariage de contes de fées. C'était un théâtre en ruine. Ce soir-là, de retour chez moi, je ne trouvais pas le sommeil. Amandine dormait paisiblement, un bras autour de son doudou en forme de baleine. Je la regardais, caressant ses cheveux bruns en silence. J'aurais voulu lui éviter tout ça. Mais une chose en moi avait bougé. Quelque chose de très ancien. Je m'assis sur mon lit, allumai la lampe de chevet, et pris un vieux carnet à spirale. Celui où j'avais noté, des années plus tôt, des pensées que je n'avais jamais osé dire à voix haute. Je l'ouvris, et les souvenirs revinrent comme une marée. Il y a 8 ans. J'étais à Paris. Je venais d'avoir 26 ans, et j'avais été acceptée à un stage dans une petite maison d'édition. J'étais loin de Bellerive, loin de la pression familiale, et pour la première fois, je me sentais libre. C'est là que j'avais rencontré Julien. Il n'était pas encore l'homme élégant que j'avais vu aujourd'hui. Il portait des chemises froissées, avait toujours un carnet plein de griffonnage dans la poche et me posait des questions sur mes rêves comme si mes réponses l'intéressaient vraiment. On s'était fréquenté pendant 6 mois. Une bulle hors du temps. Puis, un jour, tout avait changé. Il avait reçu une offre à l'étranger. Et moi, j'étais tombée enceinte. Mais je n'avais jamais eu le courage de lui dire. Peut-être par fierté. Peut-être parce que je savais que ma famille n'accepterait jamais qu'un bébé illégitime vienne entacher leur réputation. Alors j'étais rentrée à Bellerive, la tête basse, et j'avais tout gardé pour moi. Et Amandine était née. Je refermai le carnet, le cœur battant. Et maintenant, Julien savait. Peut-être pas tout, mais assez pour comprendre qu'il avait été manipulé. Et je savais qui était derrière ça. Maïra. Elle m'avait vue, à Paris. Une fois. Elle était venue me rendre visite. Elle avait croisé Julien. Elle avait compris. Et des années plus tard, elle l'avait retrouvé, pour elle. Juste pour prouver qu'elle pouvait avoir ce que j'avais aimé. C'était plus qu'une rivalité entre sœurs. C'était une vengeance tordue. Le lendemain, alors que je m'apprêtais à sortir pour emmener Amandine à l'école, je trouvai une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de nom. Pas d'adresse. Juste une feuille à l'intérieur. Et 2 photos. Une d'elles me montrait à Paris, assise sur un banc, avec Julien à mes côtés. L'autre, Maïra, quelques années plus tard, souriant à la caméra, avec Julien derrière elle, l'air absent. Au dos de la feuille, il y avait une phrase manuscrite. Tu mérites de connaître la vérité avant qu'elle ne te détruise une deuxième fois. Ma main trembla. Qui m'avait envoyé ça? Et pourquoi maintenant? Ce soir-là, je téléphonai à ma tante Béatrice, la sœur d'Edith. Une femme que ma mère avait toujours jugée instable, mais que moi, j'avais toujours trouvée honnête. Béa, est-ce que tu sais ce que Maïra a fait à Paris, il y a quelques années? Elle soupira longuement à l'autre bout du fil. Ah, ma chérie. Je savais que ça finirait par ressortir. J'ai vu les regards. J'ai vu comment elle a regardé Julien quand elle t'a présenté comme la sœur célibataire. Et crois-moi, ce n'était pas innocent. Elle savait pour moi et Julien, pas vrai? Elle savait. Elle l'a su tout de suite. Et elle a dit à ta mère que ce serait le meilleur moyen de te remettre à ta place. Je me tue, la gorge serrée. Pourquoi? Pourquoi personne ne m'a rien dit? Parce que dans cette famille, on préfère le silence à l'honnêteté. Mais toi, Elena, toi, tu as brisé ce cycle en élevant ta fille dans la vérité. C'est pour ça qu'ils ont peur de toi. Cette nuit-là, je regardais Amandine dormir. Elle murmurait quelque chose dans son rêve, son petit poing serré contre son oreiller. Et j'ai su que le temps était venu. Je n'avais plus peur. Pas de Maïra. Pas de leur jugement.
Je ne savais pas ce que Julien allait faire de tout ça. Ni si la vérité allait me libérer ou me fracasser. Mais une chose était sûre, je n'allais plus me taire. Le soleil s'était couché sur Belle-Rive, mais le domaine brillait de mille feux. Les guirlandes lumineuses suspendues entre les arbres centenaires jetaient une lueur dorée sur les visages des invités, leurs verres levés, leurs sourires figés. Tout semblait parfait, millimétré. Mais je savais déjà que quelque chose n'allait pas. J'étais installée à ma place, toujours à cette fameuse table près des toilettes, ironique jusqu'au bout. Amandine dessinait avec ses crayons de couleur sur le menu cartonné, concentrée, innocente. Elle avait fait de petits cœurs autour de nos deux prénoms, maman plus Amandine égale pour toujours. Je sentais les regards glisser sur moi, comme s'ils pesaient chaque couture de ma robe. Les conversations baissaient de volume dès que je m'approchais. Les sourires étaient figés. Le jugement était silencieux mais massif, comme une marée invisible. Puis une cloche tinta. On allait passer au discours. Le DJ, trop enthousiaste, annonça avec un clin d'œil. Et maintenant, mesdames et messieurs, c'est l'heure des mots du cœur. Maïra se leva avec une grâce étudiée. Elle portait une robe blanche à dos nu, ajustée à la perfection. Chaque mèche de cheveux semblait placée au millimètre près. Elle souriait comme une actrice montant les marches du Festival de Cannes. « Bonsoir à tous », commença-t-elle en saisissant le micro d'une main sûre. « Merci d'être ici ce soir. Ce jour est un rêve. Et je suis si heureuse de le partager avec les gens qui comptent le plus pour moi. » Elle jeta un rapide regard à sa mère, puis à Julien. Et enfin, à moi. Le genre de regard qu'on lance avant de tirer une flèche. Bien sûr, je ne peux pas oublier de remercier ma grande sœur, Elena. Les invités se tournèrent vers moi. Je forçai un sourire. Amandine leva les yeux, ravie qu'on parle de moi. Elena, oh, elle est, comment dire, unique. Quelques rires déjà. Elle a toujours suivi son propre chemin. Même si parfois, ce chemin ressemblait plus à un sentier abandonné. Des rires plus forts. Je sentis mes épaules se tendre. Il faut du courage pour faire ce qu'elle a fait. Élever un enfant toute seule. Sans aide. Sans mari. Enfin, sans plan. Encore des rires. Une invitée faillit s'étouffer avec son vin. Je serrai les poings sous la table. Mais elle est là aujourd'hui, et je suis vraiment touchée. Parce que malgré tout, elle a réussi à venir. Même sans être invitée au brunch d'hier, ni aux essayages, ni même à la répétition générale. Et là, ce fut l'explosion. Les rires, les murmures, les regards complices. Je vis Amandine froncer les sourcils. Maman, pourquoi elle dit ça comme si c'était drôle? Je ne savais pas quoi répondre. Mon cœur tambourinait. Mes yeux brûlaient. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, Edith se pencha vers ses voisines de table et déclara, d'un ton parfaitement audible. Elle est comme une robe qu'on garde dans le placard, démodée, mais on n'a pas le cœur de la jeter. Tout le monde entendit. Même Amandine. Je me levai brusquement. Je n'avais plus d'air. Mon visage était en feu. Tout tournait autour de moi. Maïra me regardait, sourire figé. Et c'est là qu'une voix s'éleva. Un stop. Le micro fut arraché des mains de Maïra. Julien. Il était debout, les mâchoires serrées, les yeux noirs de colère. Un silence de plomb tomba sur la salle. Je ne peux pas laisser ça passer, dit-il. Pas ce genre de cruauté. Pas ce genre de blague. Tout le monde retint son souffle. Ce que je viens de voir ici ce soir, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas une célébration. C'est une attaque. Une humiliation publique. C'est petit. Et je suis censé faire partie de cette famille maintenant? Il se tourna vers moi. Elena, je suis désolé. Pour tout. Je voulus parler, mais aucun mot ne sortit. Tu es la personne la plus digne dans cette salle. Tu es venu ici, alors que tout était fait pour te faire sentir indésirable. Tu as tenu la tête haute. Et c'est toi que je respecte. Toi. Les invités se regardaient, mal à l'aise. Edith était pétrifiée. Maïra ne disait plus rien. Elle avait perdu ses mots. Elle n'avait plus de script. Julien posa le micro, et, sans un mot de plus, il quitta la salle. Un silence monumental lui succéda.
Puis des chuchotements. Une fourchette tomba quelque part. Amandine me regarda, les yeux grands ouverts. On rentre à la maison, maman? Je hochai la tête. Je ne pouvais plus rester là. En sortant, les gens s'écartaient pour me laisser passer. Certains me lançaient des regards gênés. D'autres semblaient vouloir dire quelque chose, mais se taisaient. À la porte, une voix m'arrêta. Elena? Je me retournai. C'était mon oncle Romain. Il avait toujours été discret. Trop. Je suis désolé, murmura-t-il. J'aurais dû parler plus tôt. Tu ne méritais pas ça. Je hochai la tête sans répondre. Je n'étais pas en colère. Pas contre lui. Juste fatiguée. Lassée de devoir toujours me justifier d'exister. Amandine serrait ma main. Elle regardait les étoiles. Maman, tu penses que Julien va bien? Je ne sais pas, ma puce. Mais je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Elle hocha la tête, songeuse. Puis, en montant dans la voiture, elle dit tout bas. Je t'aime fort, tu sais. Même si t'es pas parfaite comme tata dit. Je souris enfin. Je t'aime encore plus. Et je suis très heureuse de ne pas être parfaite. Ce soir-là, allongée sur mon lit, je ressentis un calme étrange. Je n'avais pas gagné un combat. Je n'avais pas crié, ni riposté. Mais j'avais survécu. Avec dignité. Et quelque part dans la nuit, j'ai su que ce n'était que le début. Le lendemain du mariage avorté, Bellerive se réveilla dans une étrange torpeur. On aurait dit qu'une tempête silencieuse était passée sur la ville. Sur les réseaux sociaux locaux, aucune photo officielle n'avait été postée. Aucune annonce. Juste un grand vide. Et ce silence était plus révélateur qu'un millier de statuts. Chez moi, le téléphone restait muet. Pas un appel de Maïra. Pas un mot de notre mère. Seules quelques connaissances m'envoyaient des messages discrets. Je t'admire pour ton courage. Ce qu'il a fait était juste, si tu veux parler, je suis là. Mais moi, je n'avais envie de parler à personne. Juste à lui. Julien. Je le vis 2 jours plus tard. Je rentrais des courses avec Amandine quand je le trouvai assis sur le banc en bois face au vieux port, le même où nous nous étions embrassés pour la première fois, des années auparavant, quand j'étais encore une autre version de moi-même. Il avait l'air plus jeune qu'au mariage. Comme s'il avait déposé quelque chose de lourd derrière lui. Je posai les sacs, incertaine. « Tu peux t'asseoir » demanda-t-il, sans même se retourner. Je m'assis. Lentement. Le vent marin soulevait mes cheveux. Amandine courait plus loin, poursuivant des mouettes. Je ne savais pas, Elena. Je ne savais pas que c'était toi. Si j'avais su. Tu serais partie. Comme avant? Il ferma les yeux. Non. Je serais resté. Je t'aimais. Un silence. Je fixais l'horizon. Les voiliers dansaient doucement sur l'eau. Tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi, Julien. Je me suis retrouvée seule. Et tu n'as jamais cherché à savoir pourquoi. Je croyais que c'était fini. Tu ne répondais plus. Tu avais disparu. Et quand Maïra m'a retrouvée, je ne savais même pas qu'elle était ta sœur. Je me tournai vers lui, blessée. Et tu ne l'as su qu'à quel moment? Lors du déjeuner de fiançailles. Quand j'ai vu Amandine. Quand j'ai vu ton regard. Je me redressai, choquée. Tu le savais et tu n'as rien dit? Je voulais te parler. Mais chaque fois que j'essayais de m'approcher, elle s'interposait. Elle disait que tu avais refait ta vie. Que tu ne voulais plus de contact. Que tu étais heureuse sans moi. Ma gorge se serra. C'était donc vrai. Maïra avait tout manigancé. Volontairement. Avec précision. Et tu l'as cru. J'étais perdue. Et lâche. J'ai honte. Il me tendit une petite boîte. À l'intérieur, un bracelet. Un de ceux qu'on trouvait dans les marchés artisanaux de Paris, avec 2 breloques, une plume et une étoile. Je le reconnus immédiatement. Je l'avais acheté pour toi. Le jour où j'ai reçu mon offre pour l'étranger. J'avais prévu de te l'offrir le soir même, avant que tu ne disparaisses. Je ne pouvais plus parler. J'avais besoin de respirer. Je me levai, marchai vers l'eau, les larmes aux yeux. Julien me suivit. « Est-ce que tu veux que je parte ?»« Non, murmurai-je. Je veux que tu restes. Mais je veux que tu m'écoutes, maintenant. » Il hocha la tête.
Je lui racontais tout. La grossesse. L'abandon de ma famille. Le silence. Les regards. La peur. La solitude. Et l'amour inconditionnel que j'avais trouvé dans le regard de ma fille. Il ne m'interrompit pas une seule fois. Amandine est ma fille, n'est-ce pas? Je me figeai. Je n'avais jamais prévu de lui dire. Mais je ne pouvais plus mentir. Pas après tout ça. Oui. Il ferma les yeux, accablé. Et Maïra le savait? Depuis le début. Il recula d'un pas. Il semblait sur le point de vomir. Tout ça, cette mascarade, elle m'a fait te perdre une première fois. Et elle voulait me faire t'épouser sans que je sache la vérité sur ma propre fille. Je hochai la tête. Mes jambes tremblaient. Tu n'es pas obligé de t'en mêler. Tu peux partir. Je ne veux rien de toi. Tu crois que je pourrais simplement tourner le dos à ma fille? À toi? Après tout ce que vous avez vécu sans moi? Il s'approcha, doucement. Elena, je ne suis pas parfait. J'ai été naïf, aveugle, parfois lâche. Mais je t'ai aimé. Et je vous aime toutes les deux. Si tu me laisses une chance, même petite, je veux essayer. Je restai silencieuse. Le vent salé me piquait les yeux. Pas pour reprendre le passé, mais pour construire quelque chose de nouveau. Ensemble. Même si ça prend du temps. Je regardais au loin. Amandine nous observait, à distance. Elle avait compris, je crois. Son regard avait changé. Je soufflai enfin. On verra. Mais cette fois, ce sera à mes conditions. Et à celles d'Amandine. Il sourit. Vraiment. Pas comme au mariage. À vos conditions. Cette nuit-là, je dormis mieux que depuis des années. Amandine, avant de s'endormir, me posa une question simple. Il va revenir, Julien? Je souris. Peut-être. Mais il devra d'abord apprendre à être là. Elle hocha la tête comme une adulte miniature. Moi, je veux bien lui montrer. Et pour la première fois, je crus que c'était possible. Les jours qui suivirent furent étranges. Pas calmes, non, jamais calmes, mais étrangement lents. Comme si Belle-Rive retenait son souffle. Dans les vitrines de la boulangerie, les journaux locaux affichaient des titres anodins, parlant de marée, de festivités et de résultats sportifs. Mais dans les salons de coiffure, au marché, à la sortie des écoles, il n'y avait qu'un seul sujet. Le mariage interrompu. Ou plutôt, le scandale Mendes-Vellar, comme l'avait surnommé une voisine bien trop investie dans la vie des autres. Je n'avais rien dit. Je n'avais publié aucun message. Ni photo. Ni commentaire. Et pourtant, tout le monde parlait de moi. Mais cette fois, les voix étaient différentes. Certaines m'arrêtaient dans la rue pour me dire. C'était courageux de rester debout, Elena. Vraiment. Vous avez élevé votre fille seule, et avec dignité. C'est admirable. Même le propriétaire du café où je travaillais les samedis me glissa discrètement une enveloppe. C'est pas grand-chose, mais, si vous avez besoin d'une journée en plus. Je fus touchée. Étonnée. Mais tous les regards n'étaient pas bienveillants. Ma mère, par exemple, ne me parlait plus. Je crois qu'elle considérait que je lui avais volé son grand jour social. À ses yeux, j'avais ruiné le seul événement qui comptait, l'image parfaite de la famille Mendes. Le mercredi suivant, Amandine était en classe quand j'entendis frapper à la porte. J'ouvris. Et je restai sans voix. Maïra. Elle portait de grosses lunettes de soleil, un tailleur blanc trop impeccable pour être sincère, et un sac griffé qui valait sans doute plus que ma voiture. Tu peux m'accorder quelques minutes? Je faillis refermer la porte. Mais ma curiosité était plus forte. 5. Pas une de plus. Elle entra, observa mon salon modeste, haussa les sourcils sans même essayer de cacher son mépris. J'ai besoin de clarifier certaines choses, dit-elle. Je t'écoute. Elle ôta ses lunettes, révélant des cernes maquillées à la hâte. Ce qui s'est passé au mariage, ce n'était pas censé aller aussi loin. Je voulais juste détendre l'atmosphère. En me piétinant? Oh, ne joue pas les martyrs, Elena. Tu as toujours eu ce besoin de te faire passer pour la victime. Je la regardais, froide. Tu es venue ici pour me faire des reproches, ou pour t'excuser. Elle se pinça les lèvres. Ce que je dis dans la presse cette semaine, ça compte.
Je veux que tu saches que je ne dirai rien contre toi. Je haussai les sourcils. La presse? Tu donnes des interviews maintenant? J'ai besoin de rétablir ma version des faits. Les gens pensent que Julien était un héros. Mais il m'a trahi. Tu m'as trahi. Je ne vais pas me laisser enterrer par votre belle histoire. Je ris, un rire sec. Tu es sérieuse? Tu fais passer ta vengeance pour une injustice? Tu m'as toujours tout pris, Elena. Papa, l'attention, même ce fichu bracelet en perles que mamie m'avait promis. Je restais bouche bée. Tu parles d'un bracelet de quand on avait 10 ans? Tu crois que les blessures disparaissent, mais non. Toi, tu as toujours été celle que les gens aimaient sans raison. Moi, j'ai dû me battre pour chaque regard. Chaque approbation. Je la regardais, réellement triste pour la première fois. Tu es malade, Maïra. Mais je ne suis plus ton échappatoire. Je me levai, ouvris la porte. Tu peux partir maintenant. Elle me lança un regard glacé, mais sortit sans un mot. Ce soir-là, je me rendis chez tante Béatrice, comme prévu. Une fois de plus, cette femme un peu fantasque, toujours habillée avec des foulards colorés et des bracelets qui tintaient quand elle bougeait les mains, m'ouvrit les bras avec chaleur. Ma petite lionne, viens. Je t'ai préparé une infusion aux fleurs d'oranger. Je souris. Elle m'appelait ma lionne depuis que j'étais enfant. Quand j'avais tenu tête à un prof injuste. Quand j'avais osé chanter seule à la kermesse. Quand j'avais refusé de me laisser rabaisser. Ce soir-là, j'avais besoin de cette douceur. Maïra est venue me voir, dis-je après quelques gorgées. Je m'en doutais. Elle est en train de perdre le contrôle. Et dans cette famille, perdre le contrôle, c'est impardonnable. Je hochai la tête. Elle prépare une interview. Laisse-la. La vérité a déjà touché les bonnes personnes. Je fronçai les sourcils. Comment tu peux être si sûre? Elle sourit, malicieuse. Parce que certaines personnes m'écrivent. Et parce que, ce n'est pas la première fois qu'une Mendes tente de réécrire l'histoire. Je la fixai. Tu veux dire, toi aussi? Elle hocha la tête. Quand j'avais ton âge, j'étais fiancée à un homme que j'aimais. Ton grand-père l'a fait fuir. Parce qu'il ne correspondait pas au nom Mendes. Ta mère a approuvé. J'ai été bannie. Et tout le monde a fait comme si c'était ma faute. Je pris sa main. Tu n'as jamais raconté ça. Parce que j'avais honte. Mais plus maintenant. Tu m'as donné le courage. Ses yeux brillaient. Ce qu'ils ne comprennent pas, Elena, c'est qu'ils ont perdu. Pas à cause du mariage. Pas à cause de Julien. À cause de ton silence. Mon silence? Le vrai silence. Celui de la dignité. Tu n'as pas crié. Tu n'as pas frappé. Tu t'es levé. Et tu es sorti. Je laissai tomber une larme. Une seule. Mais lourde de tout ce que j'avais porté depuis des années. Quelques jours plus tard, Julien me proposa un déjeuner discret. Pas dans un restaurant huppé, mais dans le parc près de l'école d'Amandine, avec une nappe, des sandwichs faits maison, et une bouteille de jus d'orange. Je veux apprendre à la connaître, dit-il. Elle ne te fera pas de cadeau. C'est bien. Elle est comme sa mère, alors. Amandine arriva en courant, un peu méfiante au début. Mais quand elle vit que Julien avait dessiné un chat sur sa serviette en papier, elle rit. T'es pas très bon en dessin, mais j'aime bien l'effort. Je ris avec elle. Et dans ce rire, quelque chose se reconstruisait. Lentement. Mais solidement. La ville de Bellerive n'avait pas fini de murmurer, mais les voix avaient changé de ton. Depuis que Maïra avait publié son interview dans un magazine local. Je suis la vraie victime, disait le titre en lettres roses sur fond doré. Quelque chose avait basculé. Elle pensait reconquérir l'opinion publique avec des mots bien placés, quelques photos anciennes et un soupçon de fausse émotion. Mais les gens n'étaient pas dupes. Les commentaires sous l'article parlaient d'arrogance, de manipulation. Certains citaient même la scène du mariage, que plusieurs invités avaient filmé discrètement et diffusé en ligne. Les vidéos comptaient déjà des dizaines de milliers de vues. Et au centre de tout ça, moi, Elena. Mais ce n'était pas de la gloire. C'était autre chose. La lumière qu'on ne cherche pas, mais qu'on finit par mériter. Un matin, en ouvrant ma boîte aux lettres, je découvris une enveloppe blanche, sans timbre ni nom. À l'intérieur,
une simple feuille pliée, avec un mot manuscrit. Tu n'as jamais su toute la vérité. C'est le moment. Et attaché à ce mot, une photo. Ancienne. Moi, très jeune. Aux côtés de Julien, dans le jardin d'enfance de Belle-Rive. Derrière nous, flou mais bien visible, ma mère. Son regard posé sur nous. Un regard qui ne trompait pas. Elle savait. Je me rendis chez elle sans prévenir. Elle m'ouvrit, le visage froid, les lèvres pincées. Elena, je suis occupée. Parfait. Moi aussi. Je poussai la porte. Je n'attendis pas l'invitation. Elle me suivit dans le salon, droite comme une statue, son châle violet jeté sur l'épaule, toujours impeccable. Le genre de femme qui penserait à son image même dans un incendie. Qu'est-ce que tu veux? La vérité. Elle leva les yeux au ciel. Encore ce mot. Je posai la photo sur la table basse. Elle la vit. Son visage se crispa. Une seconde. Mais c'était assez. Tu savais pour moi et Julien. Depuis le début. Et tu n'as rien dit. Pire, tu as laissé Maïra lui mentir. Tu as encouragé ça. Elle resta silencieuse. Puis, calmement, elle dit. Je faisais ce qu'il fallait pour préserver la famille. Je ris. Un rire sec, amer. La famille? Ou ton image? Ton image aurait détruit notre nom, Elena. Une fille mère, sans mari, sans éducation complète, vivant à Paris avec un inconnu. Tu étais un scandale ambulant. Je fus prise d'un vertige. Alors tu as préféré me rayer de la photo. Me faire taire. Et offrir Julien à Maïra comme on offre un cadeau d'anniversaire? Elle me regarda, glaciale. Maïra était plus facile à diriger. Plus malléable. Tu étais un problème que je ne pouvais pas contrôler. Alors oui. J'ai fait un choix. Elle se leva, ajusta son châle, comme si la conversation n'avait rien d'exceptionnel. Tu veux qu'on en parle? Très bien. Tu n'étais jamais censé tomber enceinte. Tu étais censé faire de grandes études, revenir avec un diplôme, faire un bon mariage. Tu as tout gâché. Et je n'ai pas eu d'autre choix. Il y a toujours un choix, maman. Toujours. Je me levai. J'étais en feu. Mais calme. Trop calme. Je ne suis plus ton erreur à cacher. Je ne suis plus ta honte silencieuse. Et tu ne seras plus mon bourreau. Elle voulut répondre. Mais cette fois, je la coupai. J'ai passé ma vie à essayer de gagner ton approbation. Et tu sais quoi? Je n'en ai plus besoin. Je quittai la pièce. Elle ne me suivit pas. Je savais que c'était la dernière fois. Sur le chemin du retour, le cœur battant, j'appelai ma tante Béatrice. Tu avais raison. C'est elle qui a tout orchestré. Je sais. Elle me l'a même dit un jour. Pensais que j'approuverais. Je ne lui ai plus parlé depuis. Et maintenant? Maintenant, ma chérie, c'est toi qui écris la suite. Pas elle. Le lendemain, j'acceptai de rencontrer une journaliste locale qui m'avait sollicité plusieurs fois. Pas pour me défendre. Pas pour me justifier. Juste pour dire les choses comme elles sont. Je choisis de raconter mon histoire dans mes mots, sans blâmer, sans attaquer. Juste la vérité nue. Et quand l'article fut publié, je ne suis pas une erreur, je suis une femme debout. Les retours furent immédiats. Des messages de femmes, de mères, de filles. Des inconnus. Des amis perdus de vue. Des hommes aussi, touchés par la dignité du silence, par la force tranquille. Je ne me sentais pas célèbre. Je me sentais entendue. Et ça, c'était tout ce que j'avais toujours voulu. Ce soir-là, Julien vint me voir. Il ne dit pas grand-chose. Il m'apporta une boîte pleine de petites choses, un carnet, un jouet pour Amandine, une photo de nous qu'il avait retrouvée, un mot. Je ne sais pas ce que demain nous réserve. Mais je veux faire partie de votre aujourd'hui. Je le regardai. Tu as encore beaucoup à prouver. Je sais. Alors commence par dîner avec nous. Mais c'est Amandine qui choisit le menu. Il sourit. Je croise les doigts pour que ce ne soit pas des pancakes au chocolat. Ah, c'est toujours des pancakes au chocolat. Et il éclata de rire. Un vrai rire. De ceux qu'on partage, et qui allègent l'âme. Les mois passèrent comme un courant lent mais sûr. L'orage social s'était calmé, les murmures s'étaient éteints, et Belle-Rive,
Comme toute petite ville, s'était trouvé un nouveau sujet de conversation. Le mariage manqué de Maïra devenait un souvenir flou. Une anecdote à raconter entre deux cafés. Et moi, j'apprenais à respirer autrement. Chaque matin, Amandine me réveillait avec son énergie infatigable. Elle avait recommencé à dessiner, à parler de l'école, à jouer sans se soucier des adultes. Je crois qu'elle avait senti que les choses avaient changé. Que sa maman n'avait plus peur de marcher la tête haute. Julien venait de plus en plus souvent. D'abord pour le dîner, puis pour aider aux devoirs, puis pour parler, tard le soir, assis sur le canapé, nos mains parfois juste posées côte à côte, sans promesse, sans pression. Il avançait doucement, respectueusement. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer le passé. Mais il faisait tout pour mériter sa place dans notre présent. Et ça, c'était plus que ce que j'aurais cru possible. Un jour, alors que je préparais le goûter d'Amandine, une lettre arriva. Une vraie. Enveloppe timbrée. Écriture tremblante. C'était de grand-mère Madeleine, que je n'avais pas vue depuis des années. La mère d'Edith. Elle écrivait. Je suis vieille, Elena. Trop vieille pour faire semblant. J'ai lu ton article. Et je t'ai reconnue. Pas celle que ta mère a toujours décrite. Mais la vraie toi. Forte. Belle. Juste. Je n'ai jamais su comment intervenir. Mais je veux te dire une chose, tu n'as jamais été un problème. Tu étais la solution que cette famille refusait de voir. Je restais un long moment à relire cette lettre. Et j'en pleurais, sans honte. Pour la première fois, les larmes coulaient sans douleur. Quelques semaines plus tard, un événement inattendu vint bouleverser notre quotidien, de la meilleure façon possible. Tante Béatrice se mariait. Oui. Elle. La colorée. L'exilée volontaire. Elle avait retrouvé, par pur hasard, son amour de jeunesse, un certain monsieur Delval, aujourd'hui veuf, discret, et amateur de poésie. 50 ans plus tard, il m'a dit que mon rire lui manquait, m'avait-elle confié avec des étoiles dans les yeux. Et elle avait dit oui. Le mariage fut organisé dans son jardin, à l'écart du monde et des apparences. Pas de traiteur prétentieux, pas de robe à 2000 €, pas de chorégraphie ridicule. Juste de la musique, des guirlandes en tissu, des rires sincères. Et elle m'avait demandé d'être son témoin. Pas parce que tu es ma nièce. Parce que tu es ma preuve qu'on peut renaître, même après tout. Je n'avais pas pu dire non. Ce jour-là, le soleil baignait tout Bellerive dans une lumière dorée. Je portais une robe jaune pâle, simple, fluide. Amandine, elle, avait des fleurs dans les cheveux, et jouait à lancer des pétales sur les invités, hilar. Julien était là, dans un costume qu'il n'avait pas acheté pour l'occasion. Il disait qu'il préférait les habits qu'on a déjà vécus. Il se tenait près de moi, sans me coller. Juste là, solide, présent. À un moment, Amandine le tira par la manche et déclara. Tu sais, Julien, si tu veux rester pour toujours, t'as intérêt à apprendre à faire des pancakes aussi bons que maman. Il rit. Marché conclu. Elle sourit, conquise. Je les observais. Et je sus. Je ne vivais pas une fin de conte de fées. Je vivais le début de ma propre histoire, celle que j'avais choisie, sans honte, sans masque. Quand tante Béatrice échangea ses vœux avec son amoureux, il dit une phrase que je n'oublierai jamais. J'ai attendu une vie pour aimer sans permission. Et maintenant que je le fais, je n'attends plus l'approbation de personne. Cette phrase, c'était la mienne. Plus tard, en dansant avec Amandine sous les guirlandes, elle me demanda tout bas. Maman, on est une vraie famille maintenant? Je me penchai vers elle, posai mon front contre le sien. On l'a toujours été. Et peut-être que c'était ça, la vraie victoire. Pas d'avoir été défendu en public. Pas d'avoir gagné face à ma sœur ou à ma mère. Mais d'avoir survécu à l'envie d'être validé par ceux qui ne savent pas aimer. J'étais entière. Je n'étais plus un secret. Je n'étais plus la sœur oubliée, ni la fille indésirable. J'étais Elena. Maman. Femme.
témoin d'un mariage d'amour, et bâtisseuse de mon propre bonheur. Et si un jour, quelqu'un me demande ce que j'ai retenu de tout ça, je répondrai. Il n'y a rien de plus fort que de marcher seul, et de finir entouré d'amour qu'on n'a pas quémandé. Cette histoire, aussi pleine de rebondissements, de douleurs tues, de silences pesants et de victoires discrètes qu'elle ait été, n'est pas seulement celle d'Elena, cette femme forte qu'on a tenté de faire taire, d'effacer, de réduire à un rôle de figurante dans sa propre vie. Non, cette histoire, c'est aussi un miroir tendu à tant d'autres visages, à tant d'autres cœurs qui, peut-être en ce moment même, vivent cette même sensation d'être relégués au second plan, incompris, exclus, rabaissés sous prétexte de convenance, de tradition, ou simplement par la peur que leur lumière dérange. Elena, avec sa fille Amandine, a traversé une tempête silencieuse pendant des années, celle du rejet familial voilé de politesse, de l'effacement programmé, de la honte que d'autres lui ont imposée sans jamais lui en demander l'avis. Elle a vécu sous le regard d'une mère qui mesurait la valeur à la conformité, d'une sœur qui croyait que l'amour pouvait se voler comme un bijou, d'un monde où l'on attend des femmes qu'elles se taisent, surtout si elles sont fortes. Et pourtant, elle s'est tenue debout. Non pas avec des cris, pas avec des scandales, mais avec quelque chose de bien plus puissant, la dignité. Cette dignité tranquille qui consiste à refuser de courber l'échine, à refuser de s'effacer, à dire non avec le silence, à dire oui à ce qui construit, à ce qui respecte, à ce qui fait du bien. Et ce que nous avons vu, c'est bien plus qu'un simple rebondissement de mariage annulé. Ce que nous avons vu, c'est une femme qui a repris le stylo de sa propre histoire. Et il est probable que parmi vous, ceux et celles qui lisent ou regardent cette histoire aujourd'hui, il y ait des Elena. Des hommes et des femmes qui se battent pour se faire entendre dans une famille qui les juge. Qui avancent seuls en élevant un enfant, ou même un rêve, que d'autres ont qualifié d'erreur. Des cœurs meurtris par des paroles dites avec le sourire mais qui coupent comme des lames. Des âmes qui espèrent secrètement qu'un jour, quelqu'un dans la pièce se lèvera enfin pour dire ça suffit. Oui, peut-être que cette histoire vous parle, parce qu'elle vous ressemble. Et si c'est le cas, sachez une chose, votre valeur ne dépend de l'opinion de personne. Pas de vos parents. Pas de votre sœur. Pas de votre passé. Elle est en vous, enracinée, et rien ni personne ne peut la retirer. Le moment où Julien s'est levé, dans cette salle remplie de rires acides, ce moment-là, il a résonné chez tant de gens. Parce que parfois, on n'a pas besoin d'un prince charmant. On a besoin d'un témoin. D'un être humain qui ose dire la vérité quand tout le monde regarde ailleurs. Ce geste, c'était plus qu'une prise de parole. C'était une réparation. Une restitution. Une manière de dire, tu n'es pas invisible. Je te vois. Et même si Julien n'avait pas été là, Elena aurait quand même trouvé le chemin vers sa liberté. Car c'est là une autre vérité de cette histoire, personne ne nous sauve à notre place. Oui, on peut recevoir de l'aide. Oui, parfois, un geste nous redonne de la force. Mais au final, c'est nous qui faisons le choix de nous lever, de partir, de ne plus baisser les yeux. Elena ne s'est pas libérée grâce à Julien. Elle s'est libérée avec lui, mais la force venait d'elle. Elle l'avait toujours eue. Elle avait juste oublié où elle l'avait rangée. Et cette force, chers amis, vous l'avez aussi. Que vous soyez dans un moment de doute, dans une relation toxique, dans une famille qui vous étouffe, dans une vie qui vous semble trop lourde, sachez-le, vous avez le droit de changer de chapitre. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de prendre soin de vous, même si personne ne vous l'a appris. Vous n'êtes pas égoïste de vous choisir. Alors si cette histoire vous a touché, je vous invite à laisser un like, à vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que nous faisons ici, ce n'est pas juste raconter des histoires. C'est rendre visible ce que beaucoup vivent en silence. C'est créer un espace où les cœurs fatigués peuvent venir respirer. Où les voix étouffées peuvent retrouver leur écho. C'est une communauté. Et dans cette communauté, vous êtes bienvenus, tels, que vous êtes. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, je voudrais maintenant vous parler d'une autre histoire. D'un amour encore plus profond. D'un amour qui ne juge pas, qui ne trahit pas, qui ne met pas de conditions. Un amour qui ne regarde pas votre passé, vos échecs, vos fautes, vos blessures. Un amour qui vous connaît entièrement et vous aime quand même. Cet amour-là, ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas une promesse vide. C'est l'amour de Dieu, révélé dans une seule phrase, peut-être la plus puissante de toute la Bible, Jean 3h16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prenez un instant. Lisez ces mots. Laissez-les descendre dans votre cœur. Dieu, le Créateur de l'univers. Celui qui a tout fait. Il vous aime. Non pas de loi. Non pas comme une idée vague. Mais profondément, personnellement, éternellement. Et il a tant aimé, non pas les parfaits. Pas les irréprochables. Pas les gens des belles familles. Il a tant aimé le monde. Le monde, avec ses douleurs, ses erreurs, ses injustices, ses solitudes. Il vous a aimé, vous que vous êtes aujourd'hui. Et parce qu'il vous aime, il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils unique, Jésus-Christ. Il n'a pas envoyé un ange. Ni une doctrine. Il a envoyé une personne, en chair et en os. Une personne qui a marché parmi nous. Qui a pleuré, qui a ri, qui a guéri, qui a pardonné, qui a aimé jusqu'à la croix. Et qui, à la croix, a porté votre rejet, vos hontes, vos douleurs, pour que vous n'ayez plus jamais à les porter seul. Jésus est venu non pas pour condamner, mais pour sauver. Et ce salut n'est pas réservé aux bons chrétiens. Il est pour quiconque croit en lui. Quiconque. Cela veut dire vous. Cela veut dire cette maman célibataire qui pense qu'elle a tout raté. Cela veut dire ce jeune homme qui se sent vide malgré les apparences. Cela veut dire cette femme blessée par l'abandon, ce père qui doute, cette fille qu'on a rejetée, ce garçon qui ne trouve pas sa place. Quiconque. Vous n'avez rien à prouver pour recevoir cet amour. Il vous est offert. Gratuitement. Sans condition. Il suffit de croire. De reconnaître que vous avez besoin d'un sauveur. Et d'ouvrir votre cœur à Jésus. Et peut-être que vous vous dites, mais je ne suis pas prêt, je ne comprends pas tout. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour dire oui. Il suffit de dire oui à l'amour. Aujourd'hui, ici, maintenant, vous pouvez accepter Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de votre vie. Non pas comme une tradition religieuse, mais comme une rencontre réelle avec celui qui vous aime plus que quiconque. Et si votre cœur bat plus fort en lisant ces lignes, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas émotionnel. C'est l'Esprit de Dieu qui frappe à la porte de votre cœur. Alors ouvrez. Vous pouvez faire cette prière, là où vous êtes. Elle n'est pas magique. Ce sont des mots simples. Mais si vous les dites avec sincérité, Dieu les entend. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais mes fautes, mes doutes, mes blessures. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix, et que tu es ressuscité. Je crois que ton amour est plus grand que mes erreurs. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur. Et je te donne ma vie. Transforme mon cœur. Restaure ce qui est brisé. Et conduis-moi dans ton amour. Chaque jour. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous n'êtes plus seul. Vous faites maintenant partie d'une famille. Une famille qui n'exclut pas. Une famille qui marche ensemble, malgré les tempêtes. Une famille dont Jésus est la tête, et l'amour en est le langage. Je vous invite à chercher une église proche de chez vous, à lire la parole de Dieu, à prier, même avec des mots maladroits. Il n'attend pas votre perfection. Il attend votre cœur. Et ici, sur cette chaîne, vous serez toujours le bienvenu. Que ce soit pour écouter des histoires, pour réfléchir ensemble, pour grandir, pour prier, pour pleurer ou pour rire. On est là. Ensemble. Alors, si cette histoire vous a parlé, si ce message d'amour divin a touché votre cœur, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Et dites-moi en commentaire. Quelle vérité vous a le plus touché aujourd'hui? Ou simplement, je choisis de me lever. Ou même, Jésus, je t'ouvre mon cœur. Chaque message est un pas. Et chaque pas compte. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté. Merci d'exister. Et souvenez-vous, vous êtes aimés. Vous êtes vus. Vous êtes appelés à une vie plus grande. À très bientôt. Et que la paix de Dieu, celle qui dépasse toute compréhension, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen.